Bonjour à nouveau, bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent pour cet après-midi, donc suite d'une matinée d'un colloque intitulé Faire œuvre, la formation et la professionnalisation des artistes femmes au 19e et 20e siècle. La session de cet après-midi, du début d'après-midi, est intitulée « Du rayonnement des formations françaises à l'étranger, études comparées des enseignements en Europe ». Et pour résumer en quelques mots un peu saillants le fil rouge et les interrogations qui nourrissent le panel de ce matin, on est en plein dans ce renouveau de l'histoire et de l'histoire de l'art qui interroge donc non plus tellement les individus, mais les groupes, et surtout, non plus tellement les lieux, mais les circulations. Et ce qu'on a tenté de faire ici, c'est un dialogue entre plusieurs historiennes et historiennes d'art qui étudient divers groupes d'artistes femmes dans leurs itinéraires, on pourrait même presque dire itinérance, entre lieu de naissance, lieu de formation, lieu d'une seconde formation, aller-retour, atelier ici, atelier là, et ensuite, pour certaines, enseignement elles-mêmes, au moment où elles deviennent, pour certaines, enseignantes. Donc une focale qui est élargie, qui porte sur des groupes et qui porte donc sur une géographie mondiale, quasiment. On va parler d'Angleterre, on va parler de France, on va parler de Scandinavie et on va parler de Pologne. Donc vous allez voir comment ces artistes femmes bougent énormément. Et ça nous semble important aussi ici d'insister sur ces itinéraires très cosmopolites, sur ces différentes pratiques de l'étranger à l'étranger, dans une dimension, donc, comme le titre l'indique, qui est résolument comparatiste, donc une histoire comparée. Pour ce faire, donc, trois intervenantes que je remercie d'être présentes. Eva Belgerby, qui est doctorante à l'Université de Poitiers et à l'École du Louvre, qui travaille sous la direction de Claire Barbillon et d'Amélie Simier, a une thèse qui porte donc sur l'enseignement de la sculpture aux femmes en France et au Royaume-Uni sur la période de la fin 19e jusqu'au début du 20e siècle. Linda Hiners, qui est conservatrice au National Museum de Stockholm et qui a été commissaire de l'exposition de 2015 Rodin et la Scandinavie et qui dirige actuellement un gros projet de recherche sur les femmes sculpteurs en Scandinavie sur la même période, fin 19e, début 20e siècle. La troisième intervenante est Eva Bobrowska, qui est docteure en histoire de l'art et psychologue et qui s'intéresse, quant à elle, aux artistes polonais et polonaises à l'étranger, à ces artistes femmes qui ont donc énormément bougé en Europe au 19e et 20e siècle. Ancienne chef des collections artistiques de la Bibliothèque polonaise de Paris, elle est actuellement, depuis 2008, responsable des projets scientifiques à la Terra Foundation for American Art de Paris. Les interventions, comme celle de ce matin, vont durer 20 minutes et elles seront suivies, elles se succéderont toutes les trois, tant il y a des échos, vous allez le constater, entre les différentes recherches. Et puis elles seront suivies, et nous y tenons beaucoup, à un moment d'échange et de discussion avec la salle, au moment donc où vous pourrez poser aux intervenantes toutes les questions que vous souhaiterez. Donc je laisse tout de suite la parole à Eva Belgerby pour sa présentation. Merci beaucoup. Merci au comité scientifique d'avoir sélectionné cette proposition. Je suis vraiment ravie de faire partie de ce panel européen. On a beaucoup de choses en commun. Qui, même si au niveau de son titre, sur le rayonnement de l'enseignement français, moi, me fait un peu penser à Louis Réau. Mais aujourd'hui, si vous me le permettez, j'aimerais beaucoup qu'on se concentre sur Londres et qu'on le considère un peu cette ville comme le centre, pour une fois, au 19e siècle, et qu'on considère Paris un peu plus à la marge. Donc, moi, j'ai décidé d'articuler mon propos en deux temps. Tout d'abord, l'offre de formation disponible pour les apprentis sculptrices à partir des années 1860-1870, qui se situe à la Female School of Art et aussi à la Royal Academy.
Et dans un deuxième temps, j'aimerais plutôt me concentrer vers les années 1880-1890 avec la Slade School of Art et le Royal College of Art qui, effectivement, accueillent en ses murs pour les cours de sculpture et de modelage des artistes français qui vont en effet avoir un certain impact, mais ce n'est pas le seul, sur la sculpture anglo-saxonne. Donc, tout d'abord, on considère souvent donc la capitale française comme la Mecque de l'art dans le dernier tiers du XIXe siècle. C'est ainsi que la présente d'ailleurs Clive Holland dans son célèbre et très souvent cité article de 1903 The Lady Art Students in Paris, dans lequel il recommande des académies privées, notamment Colarossi et Julian. Souvent, ça nous sert de source pour pouvoir comparer les prix qui sont proposés pour les femmes. Mais cette qualification de la Mecque de l'art en ce qui concerne la sculpture est déjà relativisée quelques années auparavant, en 1879, alors que l'Académie Julian existe déjà. Elle est relativisée, cette idée pour la sculpture, par Abigail May Alcott, qui est la sœur de l'écrivaine américaine, et qui compare dans un ouvrage Studying Art Abroad and How to Do It Cheaply les capitales européennes. Elle les compare, elle compare Paris, Londres, Rome et Munich, et elle décrète qu'en fait Rome est la ville idéale encore à ce moment-là pour l'étudiant ou l'étudiante en sculpture. De même, en 1884, on a un article en fait d'un ou une journaliste, moi je pense que c'est plutôt une journaliste parce qu'elle donne beaucoup de détails, qui s'intitule The Study of Sculpture in Paris. Et elle est plutôt sceptique par rapport à l'offre parisienne pour la sculpture, puisqu'elle écrit « Of all the art students in Paris, the women's sculpture is the one who finds the least practical opportunity for working. The painters are much better off. » So, en fait, on voit tout de suite que on a plus de problèmes à se former à la sculpture d'un point de vue logistique, en fait, et encore plus quand on est une femme, puisqu'on ne peut pas accéder à des ateliers gratuits, par exemple, à l'école des beaux-arts. Donc, qu'on soit en France ou en Angleterre, les difficultés sont un peu les mêmes. Et du coup, il y a évidemment des cours de modelage qui sont proposés dans les académies parisiennes, Julian, Colarossi, mais aussi la Grande Chaumière, en 1903, mais ils sont beaucoup moins nombreux, en fait, que la peinture. Qui est considérée en plus comme une activité beaucoup plus féminine. Donc du coup, on considère qu'il y a une offre qui est beaucoup plus grande que pour la sculpture. Donc Paris attire les étrangères et les étrangers, ça c'est un fait que je ne peux pas remettre en cause de toute façon, puisque quand on regarde les registres de l'Académie Julian, qui est, là ici c'est un morceau qui est projeté, mais vous voyez très bien dans la 4e colonne les nationalités. Alors ici... vous voyez surtout des Anglaises et des Américaines, mais il y a aussi des Nordiques, des Brésiliennes, des Espagnols, des Russes. Ici, c'était juste pour vous montrer cette petite ligne ponale qui est en fait une des sculptrices de mon corpus et sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Vous voyez en fait ces moments de présence à l'Académie Julian, puis donc son nom de famille. Ensuite, le B, ça correspond à l'atelier de la rue de Berry, de l'Académie Julian, qui était destinée à l'enseignement de la sculpture et qui était un atelier féminin. Donc c'est un des premiers centres en fait où elle se forme. Et puis à côté, vous avez évidemment Anglaise de Londres et son adresse parisienne. Mais là où j'aimerais bien un peu vous introduire, c'est sur un autre registre qui est celui des étudiants et des étudiantes admis à la Royal Academy, puisque la Royal Academy, en fait, accueille les femmes depuis les années 1860. Alors, il faut savoir que la Royal Academy, c'est une institution qui est beaucoup plus jeune que l'Académie des Beaux-Arts. Elle est constituée en plus par une société d'artistes. Ça émane pas directement du pouvoir royal, contrairement en France. Et elle est créée plutôt en 1768. Et il se trouve qu'en fait, les femmes se sont battues pour entrer à la Royal Academy of Arts, mais plus tard. C'est-à-dire que... je m'explique. En gros, d'après l'historiographie de la Royal Academy, aucune femme n'a voulu entrer à la Royal Academy avant 1859. Alors il faut savoir que c'est une histoire qui a été faite par les académiciens, donc on peut quand même un peu remettre en doute ce genre de fait. Mais il se trouve que
avant la Royal Academy, vous avez aussi la Female School of Art, qui est une école publique dans laquelle les femmes peuvent se former. C'est une école qui a ouvert en 1830, dans les années 1830, et qui forme au dessin, plutôt au dessin industriel. C'est pour faire des femmes, en fait, de la main-d'œuvre, pour faire en sorte qu'elles participent aussi à l'effort industriel. Et en gros, c'est en fait pour les former au design et non pas au drawing, qui est plutôt le pendant artistique. Donc voilà, elles servent à ça, elles sont mises à profit pour cet effort industriel et économique. Mais elles, ce qu'elles vont demander à partir justement des années 1859-1860, c'est d'avoir une formation aussi à la Royal Academy of Art, et qu'on les accepte en fait davantage, puisque en gros en 1859 vous avez Laura Hertford qui est une peintre qui en gros réussit à entrer, à se faire accepter parce il y a une petite confusion, on a cru que c'était un homme à cause de ses initiales, et donc elle rentre en fait par accident, et c'est le moment où la Royal Academy se rend compte que finalement il n'y a aucun statut qui empêche les femmes d'entrer à la Royal Academy, puisque vous avez le mot students, en fait, on n'a pas précisé le genre, si c'était male student ou female student. Donc, vous voyez un peu l'histoire. Et en gros, elle est acceptée. Donc, c'est à partir de ce moment-là aussi où les académiciens se posent la question, est-ce que vraiment on veut faire des femmes des vrais artistes au même titre qu'eux? Donc, c'est là, en fait, toute la question. Et donc, on a quelques réticences quand même. Et vous avez en 1863 cette pétition qui est émise par ces élèves de différentes écoles d'art du quartier de South Kensington, et notamment de la Female School of Art, qui demandent à ce qu'elles soient considérées en fait comme des apprentis peintres, sculpteurs, mais au même titre que les hommes. C'est-à-dire d'ailleurs, elles signent d'une façon assez intéressante qui est... en gros, les signataires de cette pétition sont les femmes uniquement qui envisagent l'art comme une profession, en fait. Voilà, c'est vraiment l'histoire de la professionnalisation aussi des femmes qui est en jeu ici. Pour ce qui concerne maintenant le modelage et la sculpture, je voudrais vous montrer ce document qui est une acquisition en fait de 2016 de la Royal Academy. Et qui serait en fait l'exemplaire des règlements qui aurait appartenu à Sir Lawrence Alma-Tadema. Et en fait, il est assez intéressant comme document parce que vous voyez qu'il est, il est annoté, il est gribouillé et aussi il est dessiné. Donc vous avez des petits commentaires aussi, et vous savez, c'est comme quand vous faites des croquis quand vous vous ennuyez à un colloque ou à une réunion, et en fait c'est ça qui a intéressé, je pense, la Royal Academy. Moi ça m'intéresse pour différentes choses. Alors Sir Alma-Tadema, il est fraîchement élu en 1880 académicien. Il est surtout connu pour ce genre de peinture, et il épouse en secondes noces son élève Laura Epps, qui elle-même est une peintre. Vous la voyez là d'ailleurs dans ce portrait de groupe. Donc il n'a a priori rien contre l'enseignement artistique aux femmes, puisque lui-même a des élèves femmes en fait. Et il se trouve que quand on arrive à la partie du règlement sur le modelage et sur la sculpture, on a quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire qu'on a male qui est barré plusieurs fois, et vous avez au 9e paragraphe toute la section Female Students in Sculpture qui est gribouillée, rayée, quelque chose un peu violent finalement. J'en ai un peu parlé autour de moi en me disant est-ce que c'est moi qui fais de la psychologie de Sir Lawrence Alma-Tadema, parce qu'on m'a dit oui, peut-être que vous considérez que students ça inclut hommes et femmes, sauf que je trouve que le fait de rayer quand même ce 9e paragraphe est assez explicite, et surtout ça c'est un document qui date de 1880. En 1880 il y a une nouvelle école qui est créée au sein de la Royal Academy, parce que ça fonctionne en école. Vous savez, l'école de peinture, l'école de sculpture, l'école d'architecture. Et il y a cette école de modelage qui est créée fraîchement en 1880. Et se pose la question de est-ce qu'on accepte ou pas les femmes dans cette école. Alors au départ oui, pendant 1 an, et puis en fait non. Ce sera par exemple si vous prenez le règlement de 1882, donc 2 ans après, on se rend compte que alors je crois que son nom exact c'est Modeling School
oui, c'est la modeling school, enfin bref, que l'école réservée au modelage, en fait, n'est pas accessible aux femmes, c'est male only. Donc déjà, à partir de là, ça crée un obstacle à la formation, puisque des femmes, enfin des sculptrices, en fait, rentrent toujours à la Royal Academy, mais ne peuvent se former qu'à la Antique School, donc le dessin d'après l'antique, et ne peuvent pas accéder à l'aspect pratique de l'enseignement et donc au modelage. Alors ici, vous avez un document qui est particulièrement intéressant et moi qui me sert beaucoup, puisqu'il s'agit d'un recueil qui a été publié en 1897, qui est écrit par Tessa Mackenzie, qui va jouer un rôle notamment dans l'organisation d'expositions de femmes artistes à Londres. Et elle répertorie en fait dans cet ouvrage les écoles londoniennes qui proposent des formations, alors aux hommes et aux femmes. Et alors des fois c'est pas toujours précisé, mais de temps en temps on voit modelage, sculpture, possibilité pour les femmes d'accéder à ce genre de cours. Et alors parmi ces écoles, vous avez l'une des plus anciennes écoles ouverte aux femmes en 1800. Elle a ouvert aux femmes, oui, en 1850. C'est la Eastleigh Art School. Là, je vous ai mis différents documents, mais notamment sur le document central, qui est en fait une peinture par une femme artiste. Vous voyez deux femmes dans le fond, voilà, en train de converser au milieu de l'atelier avec des plâtres et aussi des armures pour habiller les modèles. Enfin, c'est assez intéressant comme document. Mais aujourd'hui, je voudrais m'attarder sur la Slade School of Art. Je vous ai mis ici une illustration d'un article de Charlotte Weeks qui a fait un petit reportage sur Women at Work, The Slade's Girls. Et vous avez des illustrations comme ça qui renseignent un peu sur la vie de l'atelier. Je vous ai mis à côté en rapport l'atelier de l'Académie Julian, comme quoi en fait c'est les mêmes fonctionnements d'atelier, c'est pas forcément la Slade qui a copié sur Julian, mais en fait il faut savoir que la Slade School of Art, elle ouvre en 1871. C'est un projet qui est piloté en fait par le peintre Edward Poynter, qui a été formé à Paris et il a été formé en fait dans l'atelier de Charles Glair, et donc il a envie d'insuffler justement ce genre d'esprit des ateliers français en Angleterre. Et il est vu un peu comme un remède à un système très Royal Academy pour aller vers quelque chose un peu plus souple. Alors dans les faits, comment est-ce que ça se traduit ? Ça se traduit par exemple un dessin, l'enseignement du dessin qui soit moins un enseignement de dessin industriel, mais laisser un peu plus d'imagination et de liberté aux étudiants. Aussi, au départ, le modelage ne fait pas vraiment partie de ses priorités. Ça va vraiment devenir quelque chose d'important à la Slade avec l'introduction de Alphonse Legros, qui est un artiste français et qui va notamment former beaucoup de femmes à l'art de la médaille là-bas, donc à la Slade. Là, vous voyez l'organisation des ateliers. Pour ce qui est de la Slade, vous avez une mixité. Pour le dessin d'après nature, on a toujours cette histoire du caleçon dont on a beaucoup parlé ce matin. Là à côté, c'est l'atelier de l'Académie Julian, donc rue de Berry, là où on vous apprend le modelage. Après, en ce qui concerne la sculpture, un des gros centres pour l'apprentissage de la sculpture aux femmes, ça va être le Royal College of Art, avec la présence donc d'enseignements français. Vous avez en fait Poynter va partir de la Slade dans les années 1870, vers la fin des années 1870. Il va placer Legros à sa place et lui va en gros s'occuper de l'organisation de ce qu'on appelle les South Kensington School of Art. Et parmi elles, vous avez le Royal College of Art ici. Et il va engager notamment Jules Dalou et Édouard Lantry pour enseigner la sculpture et donc surtout le modelage, parce que le modelage, il faut bien savoir que c'est quelque chose qui est introduit par Jules Dalou. Pour ce qui est vraiment de ces questions-là, de l'enseignement de Dalou et de Lantry, je vous renvoie à
à l'essai d'Amélie Simier dans le catalogue Les impressionnistes en exil à Londres, l'exposition qui a eu lieu au Petit Palais et à Londres il y a 2 ans, je crois. Mais en tout cas, le modelage, c'est quelque chose qui est vu aussi comme un remède par les Anglais à une sculpture un peu figée, hiératique, vraiment très héritière de l'antique. Et ici, vous voyez que déjà au niveau des sujets, on est plutôt dans des choses du quotidien. Et aussi au niveau du style, on est vraiment pleinement dans du modelage, avec du modelé, quelque chose d'assez naturel et surtout de très souple. Les Anglais vont beaucoup retenir ce côté très souple qui sera ensuite après retranscrit dans le bronze et qui va donner des choses très dynamiques avec des sujets en plus qui sont renouvelés. On va s'intéresser au symbolisme, on va avoir des choses un peu moins portées sur l'antique. Ici, justement, je vous ai mis une sculpture d'une fan, Edith Marion, qui a été élève à la Royal College of Art. Et vous voyez très bien, les deux là, que ça se ressemble d'un point de vue déjà formel, mais aussi au niveau du sujet. Comme quoi, une femme allaitant, vous voyez, c'est pas forcément un sujet dit féminin, puisque Dalou l'utilise aussi. Édouard Lantry, il va avoir un rôle assez important comme médiateur en fait entre Londres et Paris. Il va recommander des élèves. Alors, il recommande des élèves à Rodin, non pas pour que Rodin en fasse ses élèves, parce que Rodin ne fait pas d'élèves. Il n'a pas le temps, et puis aussi il délègue, et il n'y a pas non plus ce goût de la pédagogie qu'on retrouvera surtout chez Antoine Bourdelle. En revanche, Édouard Lantry introduit ses élèves afin que Rodin regarde un peu leurs travaux, ou surtout leur montre sa production à lui et son atelier à Meudon. C'est ce qui revient en tout cas dans la correspondance. Et là, juste ici, c'est une lettre d'une ancienne élève de Lantry qui s'appelle Edith Donning, qui fait appel à Rodin. Elle a été présentée par Édouard Lantry quelques années auparavant. Elle fait appel à lui juste pour des questions très logistiques, parce qu'il y a son plâtre en fait qui a été cassé durant un transport, donc elle aimerait bien que Rodin intervienne. Donc voilà, même pour ce genre de questions, on ressort le joker Lantry, j'ai envie de dire, pour être réintroduite auprès de Rodin et lui demander des choses. Et vous trouvez donc dans les archives du musée Rodin ce genre de carte, Miss E.M. Moore, élève de Monsieur Lantry, professeur à la South Kensington. Ici, ce sont 3 élèves de Lantry. C'est juste pour montrer l'enseignement, la transmission artistique, c'est aussi quelque chose d'assez complexe à appréhender, puisque vous voyez que c'est pas du tout les mêmes styles. On a vraiment, par exemple, pour Lady Harris, juste là, à gauche de l'écran, quelque chose qui est plutôt de la veine d'Alphonse Le Gros, la médaille. On a quelque chose de très souple, alors que, par exemple, Emilie Addis Fawcett utilise le marbre. Moi, je pense que c'est le portrait d'Édouard Lantry, mais je peux me tromper. Mais en tout cas, on est sûr qu'elle a été son élève. Et la dernière, c'est Gwendolyn Williams. Et là, elle fait quelque chose, une statuette qui est dans le goût de ce qu'on appelle donc le courant de la New Sculpture, qui est un courant qui a été, qui a été désigné ainsi par Edmund Gosse, qui justement, dans ses écrits, lui c'est un critique d'art, montre bien l'influence en fait des Français dans ce nouveau courant britannique, mais aussi digéré par les Britanniques eux-mêmes. Ici, c'est aussi pour montrer une sorte de panel de ce qui se fait en fait à l'époque et qui est fait par les femmes. Donc, vous voyez qu'il n'existe pas de sculpture féminine, encore une fois. À gauche, vous avez Mary Pownall, qui est un exemple très intéressant parce que elle vient de Manchester. Elle se forme là-bas. Et elle passe pas par Londres, elle va directement à Francfort, où elle se forme avec un professeur particulier de sculpture. Ensuite, elle va à Paris, elle va à l'Académie Julian. Quand elle est sur place à l'Académie Julian, elle ne contacte pas Rodin, donc comme quoi c'est pas parce que vous allez à Paris que vous contactez directement Rodin. Au contraire, une fois elle explique ça dans son autobiographie, elle explique bien que quand elle voit le Balzac en 1898 au salon, elle trouve en fait que Rodin est un maître dangereux, je la cite.
Et donc, elle est très satisfaite de son enseignement auprès de Denis Puech à l'Académie Julian. Et ensuite, après cela, elle va à Rome, où justement, elle crée cette harpie. Et là, on n'a plus rien de français, d'anglais. Elle dit bien que ce qu'elle a cherché, c'était à retranscrire vraiment l'expression des femmes, ce fameux tempérament italien, évidemment, qui n'existe pas en soi. Et aussi, elle a fait son autoportrait, en fait, c'est son propre visage. Donc vous voyez, on n'a plus rien de français, d'anglais. Pourtant, c'est une œuvre qui sera exposée à la section britannique de l'exposition franco-britannique de 1908, donc censée représenter la sculpture anglaise. Et elle sera aussi présentée à Rome, à l'exposition internationale en 1911, dans la section britannique, alors que finalement, vous voyez, elle n'a pas du tout été formée plus que ça en Angleterre. Et ça, c'est juste pour montrer des objets typiques arts and craft, qui est perçu par la presse française comme une spécificité vraiment anglaise. Et juste ma conclusion, c'est en fait les Français regardent aussi les Anglais, hein, évidemment. Les femmes, surtout, regardent les Français. Et là, je recite Édouard Petit, qu'on a vu ce matin avec Catherine Guenard. Mais moi, c'est surtout pour la dernière phrase, puisque Édouard Petit remarque qu'effectivement, en France, alors certes, on a inventé beaucoup de choses, mais les femmes ne peuvent toujours pas entrer à l'école des Beaux-Arts, puisqu'elles ne peuvent rentrer qu'en 1897, alors qu'en Angleterre, elles peuvent entrer à la Royal Academy. Et aussi... c'est un argument qu'il utilise en faveur justement de l'entrée des femmes à l'école des Beaux-Arts. Voilà. Merci beaucoup pour cet exercice de comparatisme qui est tout à fait passionnant. Je vous propose donc maintenant qu'on se tourne vers la Scandinavie et vers les échanges entre Stockholm et Paris. On va changer les places pour laisser la possibilité de visionner les PowerPoints. Voilà, ça se fait tout seul, oui. Donc, je laisse la parole à Linda Himmers. Merci beaucoup. Vous m'entendez ? Oui, bonjour. Merci beaucoup. Et je voudrais d'abord remercier vraiment l'organisation de m'avoir accepté à participer à cette conférence où je vais apprendre beaucoup de choses. Et je suis ici donc pour parler un peu des femmes sculpteurs suédoises au tournant du siècle dernier. Et je voudrais évoquer ça parce que nous avons, comme vous avez mentionné au début, un projet de recherche et de collaboration entre la Suède, la Norvège et la Finlande, qui va mener à une exposition et aussi une publication où on essaye de rassembler toutes les études scandinaves qui ont été menées ces dernières années, notamment sur la période. Des études monographiques comme par exemple Jorunn Weiteberg sur la sculpteuse norvégienne Ambrosia Tønnesen ou Vibeke Røstorp, son grande étude concernant les artistes scandinaves à Paris à la fin du siècle, notamment beaucoup de sculpteurs. Lisa Lindgren qui a travaillé sur les sculpteurs finlandaises et aussi un tout nouveau recherche de Danemark de Emily Boe Birlich par exemple sur la sculpteuse Anne-Marie Carl Nielsen. Donc le but c'est de rassembler ces recherches et d'autres chercheurs aussi, nouveaux trouvailles, et les mettre en relation avec les études internationales qui ont été menées ces dernières années, notamment de Anne Rivière, son grand travail sur les sculptrices en France, mais aussi aux États-Unis, Melissa Dabakis, Sisterhood of Sculptors, American Artists in the 19th Century, Rome, et aussi Marianne Sterks, par exemple, qui a publié plusieurs articles sur les sculpteuses en Europe dans cette période. Mais pour la Suède, je voudrais quand même aussi mentionner la grande dame de sculpture en Suède, c'est Madame Irja Bergström qui a publié il y a quelques années ce livre sur les sculptrices suédoises. Et c'est vraiment ça qui a été le point de départ du projet en ce qui me concerne. Et nous voudrions donc continuer les recherches qu'a menées Irja et ses collègues.
Le but du projet, c'est donc de poser des questions et de placer ces femmes sculpteurs nordiques dans un contexte international et national et nordique, et de se poser des questions sur le contexte social. De quelle origine familiale et de classe sociale étaient ces femmes? Leur parcours éducatif et professionnel, quelle formation, quelles écoles, est-ce qu'elles sont suivies en Suède et à l'étranger? Et est-ce qu'on peut parler d'un phénomène des femmes sculpteurs? Est-ce qu'il y a des traits communs avec d'autres nationalités concernant leur origine, formation, carrière et production? Peut-on parler de certaines stratégies, par exemple, qui peuvent se comparer avec les sculpteuses des autres pays? Et surtout aussi, à la fin, se poser la question, pourquoi était-elle oubliée au XXe siècle? Mais pour le contexte historique, et aujourd'hui, donc, je vais aborder quelques sculpteurs suédoises qui ont été actifs avant 1900. Et pour vous parler un peu aussi du contexte historique, on a déjà entendu ce matin que l'Académie en Suède de Beaux-Arts a accepté des femmes déjà depuis 1864. Et il y avait aussi parmi ses élèves des sculptrices. Et en fait, Irja Bergström, elle compte 70 femmes sculpteurs suédoises nées entre 1850 et 1900. Et parmi celles-ci, elle compte une vingtaine comme des professionnelles à part entière, c'est-à-dire qu'elles ont reçu une éducation artistique exposée et que leurs œuvres ont été acquises par des musées. Mais toujours il y a beaucoup de noms dont on ne sait pas exactement jusqu'à quel point elles ont exercé la profession. Et la plupart des femmes sculpteurs ont suivi les études préparatoires à l'école technique qui a accepté à Stockholm des femmes à partir de 1856. L'école technique visait à enseigner surtout à l'artisanat et les aspects techniques afin de préparer les élèves à un métier dans ce domaine. Et dans les années 60, donc on compte des centaines d'élèves, dont presque la moitié étaient des femmes. Et donc c'était surtout pour apprendre à dessiner des ornements, etc. Mais certains d'entre elles ont eu la possibilité de continuer les études à l'Académie des Beaux-Arts après ces cours préparatoires. Et l'éducation artistique à l'Académie a duré 5 ans, mais les classes des femmes ont été séparées de celles des hommes jusqu'au début du XXe siècle. Et même si plusieurs de ces femmes artistes ont été acceptées à l'Académie, elles ne semblent pas avoir toutes continué jusqu'aux classes supérieures qui proposaient des cours de dessin après le modèle vivant, ce qui évoque ce qu'Eva vient de nous raconter à propos des Anglais tout à l'heure. Et le modèle vivant, il était toujours vêtu dans les classes jusqu'en 1876 au moins, mais cela reste toujours à étudier. Et pour celles qui ont réussi à accéder à l'Académie, il fallait encore gagner des médailles pour avoir la possibilité de recevoir les bourses permettant des études à l'étranger. Parce que c'est un peu paradoxal que malgré le fait que les femmes ont été acceptées si tôt à l'Académie, elles ont toutes voulu partir à l'étranger parce que ça pourrait offrir, ce qu'on va voir d'ailleurs, une possibilité de pratiquer plus les études et le métier et aussi surtout d'exposer au salon. Donc, à l'instar de ces femmes les collègues femmes peintres, les sculptrices aussi ont voyagé en Europe et surtout à Paris pour perfectionner leurs études. Pendant les années 80, plus de 50 femmes artistes en provenance des pays nordiques ont étudié à Paris. Et Vibeke Röstorp, elle a prouvé pour la période suivante que 380 Suédois ont exposé à Paris entre 1889 et 1908. Et parmi ceux-ci, on dénombre environ un tiers des artistes femmes. Et parmi celles-ci, plusieurs sculpteurs. Anne Rivière, elle compte plus que 50 femmes sculpteurs scandinaves à Paris avant 1900. Et à Paris, elle avait donc la possibilité d'exposer au salon et plusieurs d'entre elles ont resté toute leur vie à Paris.
Et donc, à Paris, elles ont suivi les cours dans les écoles privées avec un enseignement artistique qui a sans doute donné d'autres possibilités de pratiquer le métier. Et elles se sont tournées vers les académies Colarossi et Julien. Et elles sont exposées, c'est surtout, elles ont eu des professeurs de l'École nationale des beaux-arts qui leur ont donné des cours privés. Pour les Suédois, c'était surtout Alexandre Falguière qui était un des professeurs préférés. Falguière leur a donné des cours privés indispensables pour les commentaires et conseils sur leurs travaux. Et parmi les autres professeurs importants des Suédois, il faut citer Henri Chaput, Antonin Mercier, Jean Jalbert ainsi que Denis Puech. Mais quant à Auguste Rodin, il n'a pas eu de vrais élèves suédois ou des Suédois comme des propres collaborateurs, ce qui les diffère des Finlandaises, parce que vous connaissez peut-être qu'il y avait au moins 2 Finlandaises qui ont travaillé dans l'atelier de Rodin. Ida, elle s'appelle Sigrid af Forselles et Hilda Flodin. C'est finlandaise. Mais maintenant, je vais rapidement donner quelques exemples des Suédoises qui ont été à Paris. Donc, une des premières femmes sculpteurs à rencontrer du succès à l'Académie des Beaux-Arts a été Ida Eriksson. Elle est un rare exemple d'une enfance difficile parce que son père et sa mère sont morts quand Ida était très jeune. Elle a dû trouver un travail. Elle a commencé d'abord comme peintre assistante à l'Opéra de Stockholm et elle a commencé à l'Académie depuis 1872, la deuxième femme d'être acceptée à la classe de sculpture. Elle a reçu en 1881 une bourse pour aller en France. Cependant, celle-ci a été annulée lorsque le directeur de l'Académie a appris qu'elle avait un enfant illégitime. Toutefois, elle est partie à Paris grâce à un financement privé. Et en 1887, elle y retourne pour s'installer avec sa fille. Elle débute au Salon des artistes français en 1888 et Falguière l'aide à corriger son œuvre Le Poussin. En 1991, elle se marie avec le compositeur norvégien-français William Mollard. Et ce couple sont devenus très connus par leur salon, tenu au 6 rue Vercingétorix. Le cercle culturel des Scandinaves faisait partie des invités Strindberg, Zorn, Munch, Grieg, mais aussi des Français, Debussy, Ravel et Satie. Et Paul Gauguin avait son studio dans le même immeuble. Et Ida Eriksson, elle participe aux expositions universelles de 89-1900. Elle cesse son activité de sculpteur en 1900, après la mort de son mari, en 1936. Et ses sculptures conservées dans son atelier ont été détruites. Carolina Benedix-Broes était une autre sculpteur active à Paris dans les années 80. Et elle était issue d'une famille aisée, comme la plupart des femmes. Elle a eu la possibilité de suivre les enseignements artistiques et après les études à l'Académie à Stockholm, elle arrive à Paris en 1886. C'est là que Benedix étudie aux côtés de Falguière, qui finit par visiter son atelier après une longue attente. Elle étudie aussi un mois à l'Académie de Colarossi, elle se forme à la gravure. Et au Salon des artistes français de 1893, elle a eu une mention honorable pour le baigneur blessé. Au total, elle a exposé une dizaine de sculptures au Salon des artistes français. Et elle s'est mariée avec le peintre William Blair Bruce en 1888. Et elle s'est investie aussi beaucoup aux questions liées à l'émancipation des femmes. Et cela se voyait aussi également par son apparence, ses vêtements masculins et ses manières grossières. Pour cette raison, elle n'a pas toujours été acceptée, même dans l'artistique suédoise et même par les femmes. Et après, le couple s'installe en Suède et elle continue à s'engager dans les questions sociales et les questions des femmes. Et voici donc les œuvres dont elle a eu le mention honorable et un autre portrait. Ida Matton est une autre de ces femmes qui, elle, n'a pas étudié à l'Académie à Stockholm et par conséquent, elle n'a jamais reçu de bourse pour aller à Paris. Elle est allée par une autre bourse commerciale et à l'aide à sa famille, elle aussi issue d'une famille aisée.
Et elle a étudié à l'Académie Julian et pendant 3 ans, elle a été l'élève de Henri Chaput. Et selon les catalogues des salons, elle suit l'enseignement de Antoine Mercier, Jean Jalbert, Emmanuel Frémier et surtout Denis Puech, qui était son professeur préféré. Et dès son arrivée, elle écrit à son frère en Suède « Le travail est en route et celui qui se plaît, c'est moi. Si tu savais à quel point j'ai déjà fait des progrès. Chaque fois que je pense à l'école technique en Stockholm, ça m'ennuie. » Et les œuvres d'Ida Matton révèlent d'un grand naturalisme. Elle aussi, elle a une mention honorable pour ses sculptures farnientes à l'exposition universelle de 1900. Ensuite, elle travaille aussi beaucoup avec la céramiste Edmond Lachenal, mais elle a du mal à être acceptée dans son pays natal. Et, par exemple, elle essaye de vendre cette œuvre pour le National Museum de Stockholm, mais on n'accepte pas. Pourtant, elle reste en France pendant presque toute sa vie et elle est sociétaire à l'Union des femmes peintres et sculpteurs. Et à l'exposition de 1930, elle a montré une 40aine d'œuvres. Oui. Combien de temps ? Encore 5 minutes, donc je continue un peu. Sigrid Blomberg est un autre exemple de ces femmes qui n'a pas été en France, mais une des sculpteurs les plus aimées et populaires et connue par ses œuvres religieuses. Elle a étudié surtout en Allemagne. Mais son œuvre, l'Annonciation, a été la première sculpture acquise par le National Museum en 1900. L'œuvre est taillée en Italie sous sa conduite. Et cette œuvre a été plusieurs fois copiée et vendue dans des versions réduites en biscuit et en bronze. Et une des œuvres les plus aimées quand elle a été exposée à Stockholm. Mais pendant tout le XXe siècle, la sculpture a été en réserve, mais on est heureuse de enfin pouvoir le montrer dans les salles de nouveau. Et elle a vécu toute sa vie avec l'historien Sigrid Leijonhufvud, parce que ça, c'est un autre trait commun entre ces femmes, qu'elles sont souvent partagées leur vie avec une autre femme. Et ces deux ont formé une couple importante dans le monde intellectuel des femmes à Stockholm, et elle a donné des cours de sculpture aux autres femmes. Agnès de Frumery est une des sculptrices qui a eu le plus de succès en France. Elle aussi a suivi les cours à l'Académie. Elle a passé 1 an à Berlin et ensuite, en 1992, elle a obtenu une bourse pour 4 ans pour aller à Paris, où elle s'est installée avec sa mère dans le quartier artistique du boulevard Arago à Montparnasse, où il y avait beaucoup de Suédois. Et elle s'est mariée à un Suédois et elle apprécie beaucoup l'art de Rodin, qu'elle appelle le nouveau Michel-Ange, même si elle a eu le conseil de Rodin de continuer dans son indépendance. Il faut interpréter ça, mais elle n'a pas pris des cours de Rodin en tout cas. Mais elle a été très inspirée par Rodin. Et à partir de 80, elle expose au Salon des artistes français, mais aussi au Salon national des beaux-arts, ainsi qu'au Salon de l'Union des femmes peintres et sculpteurs. Et à partir de 1896, elle collabore et expose avec Edmond Lachenal, le céramiste. Et cette relation fructueuse donne naissance à des céramiques qui rencontrent un grand succès critique. Et aussi, elle fait des petites statuettes qui présentent des figures, des scènes intimistes dans un style très proche de Camille Claudel. Et Camille Claudel accuse même Frumery, une Suédoise, d'avoir plagié son œuvre Les Causeuses. Donc, cela pour montrer qu'il y a plus de sculptrices que Camille Claudel et ils sont travaillés aussi dans un format et un style très proche. Frumery, elle retourne en Suède en 1925, mais là, elle essaie d'expérimenter avec une nouvelle technique de pâte de verre. Mais elle n'a jamais eu de financière publique pour cela. Et donc, elle a monté elle-même sa propre verrerie. Et elle essaye en vain de faire des objets dans cette technique.
Et elle a été refusée à l'exposition de Stockholm en 1930 et l'État n'a pas voulu monter un musée de sa collection après sa mort. Donc encore ce refus officiel de sa propre nation. Ruth Milles est une autre de ces sculptrices. C'est la frère de sculpteur beaucoup plus connu, Carl Milles, le plus connu sculpteur suédois. Mais à l'époque, Ruth Milles, elle a été beaucoup plus connue que son frère parce que les deux ensemble ont monté à Paris une entreprise qui s'appelait la Société des artistes réalistes où ils ont vendu leurs propres statuettes. Et ces statuettes ont eu un grand succès aussi, des scènes intimistes, réalistes, inspirées par Bretagne aussi où elle avait été. Mais après, au début du XXe siècle, elle a cessé de sculpter à cause des problèmes de santé, mais est depuis vraiment plutôt oubliée au lieu de son frère. Ou qu'elle a aidé. Je mentionne aussi très rapidement, avant de conclure, Alice Nordin, qui peut-être encore celle qui a vraiment eu un succès en Suède. Elle aussi a été en France et a suivi des cours à Colarossi et à côté d'Anne Jalbert, mais elle a plutôt eu du succès avec son art industriel, enfin les lampes et aussi des figurines et des portraits. Et elle a été la première femme d'avoir une exposition monographique en 1911. Mais pour conclure, ces femmes, quels traits communs est-ce qu'elles sont? Au contraire d'être, comme souvent expliqué, nerveux, faibles et impressionnables. Ces femmes plutôt ont montré qu'elles sont, j'ai mis les mots anglais dont on travaille, mais fortes, intelligentes et indépendantes en trouvant une carrière internationale et elles quittent leur famille, vivent souvent dans les constellations non traditionnelles. Elles trouvent d'autres chemins pour exposer dans les mondes des objets d'art surtout. Mais elles ont toutes été oubliées au XXe siècle, plus ou moins. Et pourquoi? Souvent, je pense, parce que ces objets simplement n'ont pas été acceptés ou achetés par les musées, ou elles n'ont pas non plus eu des grandes commandes publiques, qui est vraiment ce qui a compté quand l'histoire de l'art a été écrite au XXe siècle. Je vous remercie. Il est donc temps de réécrire l'histoire de l'art en redécouvrant un certain nombre de créatrices. On va continuer finalement cette évocation de trajectoire internationale, binationale, plurinationale, avec l'évocation, donc cette fois, des artistes polonaises. Ça se fait tout seul. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté ma proposition. Je vous amène donc dans ces voyages, je crois qu'il y a un petit... Voilà, dans ces voyages à travers l'Europe, depuis l'Europe centrale. C'est à Munich que j'ai appris à peindre, affirmait la plus célèbre des artistes polonaises du tournant du XXe siècle, Olga Boznańska, fille d'un Polonais et d'une Française, et qui a passé la moitié de sa vie à Paris. Née dans une Pologne en période de partage, elle vit toutes les difficultés liées à la formation et à la professionnalisation des femmes artistes. Un petit contexte historique qui est indispensable dans le cas de la Pologne. La situation des Polonais dépourvus de leur État, vivant dans un territoire morcelé, privé d'indépendance politique et surexploité économiquement par les puissances copartageantes, est difficile. Ils souffrent de la restriction de libertés politiques, religieuses et culturelles visant la disparition de leur identité nationale. Les Polonaises sont de surcroît investies par l'histoire, avec un grand H, donc d'un rôle important dans la survie identitaire de leur nation, et elles ne sont pas vraiment en mesure de se concentrer suffisamment sur leur propre développement.
Cependant, conscientes du progrès dans d'autres pays, elles aspirent à une formation artistique digne de ce nom. Vous avez bien compris, depuis ce matin, c'est l'enseignement, c'est l'apprentissage qui est la clé pour pouvoir rivaliser ou se sentir égal à l'égal avec les hommes. L'école, puis l'Académie des Beaux-Arts de Cracovie est alors le seul établissement à dispenser un enseignement au niveau supérieur, évidemment uniquement aux hommes. Cette académie, elle ne s'ouvre aux femmes qu'en 1914, mais en fait, elle va accepter les femmes, elle va ouvrir, elle va accueillir les premières étudiantes seulement en 1919 à cause de la guerre. À Varsovie, un tout petit peu différemment, l'école supérieure des beaux-arts, inaugurée en 1904, accepte dès sa fondation aussi bien des hommes que des femmes. Mais c'est déjà 1904. Des ateliers d'artistes tentent de remédier à cette situation. Les écoles privées arrivent en renfort un peu plus tard, vers la fin des années 1880. Souvent éphémères, elles se multiplient vers la fin du XIXe siècle. Cette situation varie d'ailleurs en fonction de la situation géographique et politique. Donc. À Cracovie, appartenant à l'Autriche-Hongrie, la jeune Boznaïska, dans les années 1880, elle a encore un choix très limité. Formée en dessin d'abord par sa mère française, préceptrice diplômée, elle fréquente ensuite des ateliers privés d'un portraitiste et puis d'un professeur de dessin réputé, puis intègre les départements des beaux-arts de cours supérieurs pour femmes, fondé en 1868 par un médecin, Adrien Baranicki, qui sera aussi un militant en faveur de l'éducation des femmes. C'est un établissement sur lequel je m'attarderai un tout petit peu parce qu'il est vraiment intéressant. Il a été appelé couramment Baraneum, donc un nom assez prestigieux, et il reste pendant près de 30 ans le seul à répondre aux besoins d'instruction des jeunes filles en dispensant l'enseignement dans les départements historiques, littéraires, biologiques, artistiques, économiques et commerciaux. Alors, pluridisciplinaires. Les femmes y sont acceptées à partir de 16 ans, indépendamment de leur formation préalable, leur religion ou leur classe sociale. Les départements artistiques accueillent de nombreuses étudiantes des territoires polonais annexés aussi bien par l'Autriche-Hongrie que par la Russie. On y enseigne les dessins, dont les natures mortes et vivantes, les dessins d'après-plat, l'ornement, l'aquarelle, la peinture à l'huile, la sculpture et même accessoirement la xylographie, en classe de 20 élèves chacune maximum. À la fin de sa vie, Boznaïska, toujours notre héroïne, s'en souvient ainsi. Je cite, « Là, on dessinait des têtes d'après les plâtres, vous voyez ces dessins, parfois d'après modèles vivants, le nu, et n'en a jamais eu. » La classe d'ornement, dirigée dans les années 1870 et 80 par des femmes, les sœurs Leona et Karolina Bierkowska, puis Maria Podlewska et Maria Meleniewska, toutes formées à Paris, atteint un niveau particulièrement élevé. Il existe également une classe de composition où d'anciens élèves bénéficient de conseils pour leur travail indépendant. Les cours théoriques d'anatomie artistique, de perspective ainsi que d'histoire de l'art complètent les exercices pratiques. Le département artistique est placé sous la tutelle des professeurs de l'école des beaux-arts, dont le célèbre maître de la peinture d'histoire, Jan Matejko, et puis du symboliste travaillant dans une veine patriotique, Jacek Malczewski. Le département est considéré comme le plus animé et opérant de tout l'établissement grâce à un corps d'excellents professeurs. Et, il faut le remarquer, les femmes, souvent anciens élèves de Baraneum, en constituent 12% par rapport à 4% dans d'autres départements. En 1896, des étudiants du département artistique, encouragés probablement par la montée du mouvement d'émancipation des femmes à Cracovie, déposent une pétition auprès des autorités en faveur de la fondation d'un atelier pour femmes au sein de l'école des beaux-arts, donc au niveau supérieur.
Cette pétition n'est pas rejetée, mais les conditions de sa réalisation sont rendues très complexes. Et finalement, les projets échouent puisque Boznaïska, qui était pressentie comme la directrice de cet atelier, rejette cette prestigieuse offre pour diverses raisons, et notamment ne voulant pas consacrer sa carrière de peintre à l'enseignement. C'est un peu plus complexe et ambigu, et on va y revenir. C'est probablement pour conforter ses camarades cracoviennes, déçues par la décision de Boznaïska, que Tola Tsertovitch, sculptrice, élève de l'Académie Julian et d'Hélène Berthaud à Paris, décide en 1897 de profiter de son expérience française pour ouvrir une école de beaux-arts pour femmes où enseignent des célébrités locales comme Malczewski, que j'ai déjà évoqué, Stanislavski ou Tetmayer. Bien qu'appréciée, cette école fait faillite en 1901. À Varsovie, qui ne dispose pas d'une structure comparable à Baraneum, les écoles privées sont nombreuses. La plus appréciée semble celle du peintre Wojciech Gerson, qui enseigne aux femmes pendant très longtemps, de 1867 à 1901, la date de sa mort. D'ailleurs, parallèlement à l'instruction dispensée aux hommes. Et puis, il y a toute une série des écoles, dont l'une fondée par une ancienne élève des écoles de Munich. Et puis, aussi, c'est encore une fois un projet qui n'a jamais abouti, mais qui est important pour nous, une peintre à succès, élève donc de Gerson à Varsovie et puis de l'Académie Julian, Anna Bilinska, revient de Paris à Varsovie en 1892 pour y ouvrir une école d'art pour femmes, mais une maladie mortelle empêche la réalisation de ces projets. Et là, nous passons à Munich. Ayant épuisé des opportunités cracoviennes, qu'elle jugera très sévèrement par la suite, je cite toujours Boznaïska, tout cet enseignement ne valait rien. Elle prend une décision partagée par beaucoup d'autres Polonaises, partir à l'étranger. Elle, ou plutôt ses parents, choisissent Munich, où elle fréquente des écoles de peinture privées. Logiquement, des jeunes artistes polonais et polonaises désirant continuer leurs études auraient dû les faire dans des grands centres universitaires des pays oppresseurs, Saint-Pétersbourg, Vienne ou Berlin. Mais c'est un choix difficile pour des patriotes. Munich, situé à mi-chemin entre Varsovie ou Cracovie et Paris, est au contraire perçu comme un havre de liberté, tolérant envers les ambitions patriotiques des artistes étrangers. Grâce au mécénat de Wittelsbach, cette Athènes-sur-Isère attire pour plusieurs raisons, dont la richesse de ses musées et collections privées ouvertes au public, l'activité animée de sa Kunstverein, c'est-à-dire la Société des artistes, ou son Glaspalast, lieu de nombreuses expositions. Certains historiens de l'art considèrent que, je cite, la vie dans cette ville fut facile et relativement peu chère, adaptée aux besoins des artistes étrangers, les marchés des tableaux bien organisés et animés. Son atout principal résidait quand même dans son Académie royale des beaux-arts, accueillante pour des étudiants venant de l'Europe de l'Est, du Nord et d'Amérique. L'Académie assure un bon niveau d'enseignement grâce à d'excellents professeurs souvent étrangers, comme les Polonais Wierusz Kowalski, Brandt ou Czachurski, représentants du réalisme. Des écoles privées et des ateliers d'artistes reconnus assurent un niveau parallèle d'enseignement également très prisé. Les Polonais de deux sexes étaient les étrangers les plus nombreux, outre les Autrichiens, à venir à Munich. On en compte plus de 600 entre 1830 et 1914. Bien que l'Académie royale soit fermée aux femmes, elles sont nombreuses à venir à Munich dans la seconde moitié du XIXe siècle.
Sa scène artistique aurait proposé à ces jeunes adeptes d'art des diverses nationalités, dont anglaises, arméniennes, autrichiennes, danoises, égyptiennes, finlandaises, hollandaises, hongroises, norvégiennes, polonaises, serbes, slovènes et russes, une structure jeune et moderne, internationale et relativement égalitaire par rapport aux hommes. Elles peuvent s'instruire à la Kunstgewerbeschule, c'est-à-dire École royale d'art appliqué, fondée en 1868, à la Damenakademie, donc l'Académie des dames, ou bien dans des écoles et ateliers privés comme l'école des Kricheldorf, fréquentée par Boznaïska, de l'Hongrois Simon Holosi, de Heinrich Knier, plus tard le portraitiste de Hitler, ou du Slovène Anton H.P. Ces écoles et ateliers offrent un enseignement des bases, souvent sans des cours de dessin, de nu ou d'anatomie, pour un prix élevé, mais pourtant jouissent toujours d'une grande popularité. La Damenakademie est inaugurée en 1884 par la Société des artistes femmes, donc Künstlerinnenverein, fondée 2 ans plus tôt pour offrir aux femmes une instruction systématique et variée à coût modéré. Son succès auprès des étudiantes est certainement assuré grâce aux cours de nu, d'après-modèle, de composition et d'anatomie. Fréquentée par 22 élèves en 1990, elle passe à 471 en 1909. Et d'ailleurs, c'est une école fréquentée par Käthe Kollwitz, Gabriele Münter ou Maria Slavona. L'instruction se place au niveau supérieur avec un programme incluant des sorties en plein air. Si l'académie est dirigée par les femmes, les meilleurs artistes hommes de la ville, souvent professeurs de l'Académie royale, comme Herterich par exemple, y dispensent l'enseignement. Elle emploie également des femmes, par exemple ses anciens élèves, dont Tina Blaulang ou Linda Kögel. Un endroit de libre-échange d'idées dans un environnement exclusivement féminin, elle jouit d'une grande popularité auprès des étrangères. Les premières polonaises arrivent à Munich déjà en 1876. Nous avons déjà mentionné Boznaïska qui arrive à Munich quand la Damenakademie n'est qu'à ses débuts. C'est pour ça probablement qu'elle a choisi un atelier privé, l'école privée des Kricheldorf que j'ai déjà mentionné. Une autre polonaise, Otolia Kraszewska, que vous voyez ici dans un autoportrait, originaire de la partie de Pologne annexée par la Russie. Elle fait d'abord, elle est étudiante d'ailleurs d'abord d'un peintre russe arménien Aïvazovski à l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg. Et puis, à Munich, elle fréquente des cercles polonais qui sont très forts et très animés autour des 2 peintres, Brandt et Jaworski. Seulement 4 polonaises sont pour l'instant identifiées comme élèves de la Damenakademie. Et puis, nous passons à Paris. En 1898, Boznaïska s'établit à Paris. Artiste accomplie, elle n'a plus besoin de se former, mais plutôt de s'épanouir professionnellement. Mais elle n'est pas la première à venir à Paris. Elle est précédée par de nombreuses Polonaises qui s'y rendent dès les années 1880. Environ 12 la première décennie, 18 la suivante et plus de 50 dans la première décennie du XXe siècle. Comme nous avons entendu ce matin et tout à l'heure, la France, à la fin du XIXe siècle, peut offrir aux femmes d'importantes avancées dans le domaine artistique et notamment dans l'enseignement. Même si, jusqu'en 1897, on ne peut proposer, en réalité un peu plus tard, Paris ne peut proposer aux jeunes femmes que des ateliers et des écoles privées, mais celle-ci, cependant, dispose, comme l'Académie Julian, prise d'assaut par un grand nombre d'étrangères, de méthodes novatrices d'enseignement. Environ 90 Polonais de 2 sexes
étudie à l'Académie Julian en 30 ans, de 1880 jusqu'à la Première Guerre mondiale, dont environ 25 femmes. Je vous dirais que cette présence féminine, elle est inaugurée en 1880, mais c'est 2 ans plus tard qu'arrive Anna Belinska, donc que vous voyez ici. Et là, vous allez reconnaître donc des photos de l'Académie Julian. Et puis, c'est intéressant parce que probablement, ça serait un petit exercice d'identification, mais j'ai mis ici la photo de Belinska que je retrouve au milieu de la photographie d'ensemble. Et puis, encore quelques photos, voilà. C'est juste pour qu'on fasse le point sur les modèles vêtus dans les années 80. Et puis, je vous donnerai encore quelques statistiques concernant d'autres académies parisiennes. Environ 20 Polonaises étudient à l'Académie Colarossi. Ensuite, 3 Polonaises à l'Académie Witty, où probablement a exercé justement Olga Boznańska, qui habitait à la même adresse, donc au 49 boulevard du Montparnasse. C'est très intéressant, je ne comprends jamais comment Académie Witty aurait pu être installée là-bas, mais peut-être je comprendrai à l'aide des archives qui sont maintenant disponibles. Puis, nous avons aussi identifié environ 10 Polonaises inscrites à l'Académie de la Grande Chaumière, et puis 8 à l'Académie Ranson. Juste pour dire que les académies privées n'étaient pas le seul. Certaines Polonaises choisissaient l'école des beaux-arts dès que c'était possible, mais aussi, plus traditionnellement, elles étudiaient dans des ateliers privés, et notamment chez Olga Boznańska, qui accueillait, mais pas vraiment à titre onéreux, plutôt à titre gratuit, des hommes et surtout des femmes qui choisissaient son atelier. Donc là, je crois que j'ai fait un panorama des voyages artistiques des Polonaises dans cette période, et je voulais passer à quelques conclusions rapides. Et même si c'est Boznańska qui est ici notre guide dans cette étude, j'avoue que j'ai étudié à peu près 120 notices biographiques des artistes polonaises nées entre 1851 et 1894 pour pouvoir donner les chiffres que je vais vous citer encore. Comme souvent, évidemment, dans ce domaine des études de recherche sur femmes, les données ne sont ni exactes ni exhaustives. C'est ce que je voulais souligner, c'est que, évidemment, la plupart de ces artistes commencent les études artistiques en Pologne, n'étant pas satisfaites sur place, elles partent. Elles sont très mobiles, comme vous avez vu. Elles vont surtout à Paris et à Munich, mais on rencontre aussi ponctuellement des destinations plus originales comme Rome, Florence, Madrid, Moscou, Dresde, Londres, Kiev, Amsterdam ou La Haye. Et Munich ou Paris, c'était ma question des départs. Alors, nous avons constaté que 69% des Polonaises se forment à Paris versus environ 29% à Munich. Environ 14% dans les deux centres. Je n'ai pas le temps de développer pourquoi Munich, normalement, aurait dû être plus populaire, mais c'est comme ça, c'est un fait, notamment parce qu'il n'y avait pas de barrière linguistique pour beaucoup des Polonais à l'époque. Ce qui est intéressant, c'est que ces statistiques se profilent un peu différemment pour les hommes. Proportionnellement, Munich paraît avoir accueilli plus d'hommes que Paris, plus d'hommes, artistes polonais hommes que Paris. C'est dû évidemment à l'Académie royale qui est inaccessible aux femmes. Ce que je voulais aussi souligner, c'est que la réputation de Paris en tant que la capitale artistique
du monde est très tôt, et surtout de l'enseignement, est très tôt reconnu par les femmes polonaises, par les artistes femmes, dès les années 80. Donc la première femme polonaise s'inscrit à l'Académie Julian en 1880, et les premiers hommes à s'inscrire dans la même académie, c'est 1881. Donc, elles étaient quand même plus conscientes et avaient une sorte de pressentiment que c'est Paris qui sera un centre plus intéressant. J'ai déjà mentionné la professionnalisation des femmes qui ont, ça va être dans le temps, qui ont fait des écoles d'art. Donc je voulais souligner encore une fois que Paris a servi de modèle pour les Polonaises. J'ai déjà mentionné que quatre élèves, anciens élèves de l'Académie Julian ont enseigné ensuite au Baraneum de Cracovie. Puis deux autres Juliens, si je peux les appeler comme ça, voulaient ou ont fondé leurs écoles de beaux-arts, tout comme une élève de l'Académie Colarossi qui a fondé une école d'art aussi à Cracovie. Et puis, le cas de Boznańska est plus ambigu. Ayant refusé l'activité pédagogique à Cracovie, elle n'hésite pas à enseigner à un public international à Paris, aussi bien à l'Académie Vitti et à l'Académie Colarossi, que je n'ai pas mentionné, qu'à son atelier. Cette remarque nous amène à la dernière question, c'est la question de centre et périphérie, et puis à la question de l'échelle. C'est la question de l'offre artistique, il me semble, proposée par la capitale du monde de 2 400 000 habitants vers 1890. C'est bien évidemment Paris. La capitale d'un petit royaume en Europe centrale de 300 000 habitants, c'est Munich, et d'une ville périphérique d'environ 70 000, c'est le cas de Cracovie. Il n'y a pas évidemment que la qualité d'enseignement, qui d'ailleurs ne paraît pas si différente dans tous ces centres. C'est plutôt la question d'opportunité, la question d'atmosphère, que Boznańska a très bien compris. C'est pour ça qu'elle a choisi Paris et n'est pas rentrée à Cracovie. Et puis, vous avez vu, les autres artistes femmes l'ont bien compris. Merci. Je vous remercie toutes les trois pour ces très, très intéressantes communications qui nous donnent énormément d'éléments, bien sûr, pour continuer notre réflexion. On commence à voir et à distinguer une population d'artistes femmes qui sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne le pense, qu'on ne le pensait jusqu'à aujourd'hui, qui sont aussi peut-être moins, finalement, dans des types, dans des stéréotypes qu'on peut le penser. Je crois que ce qu'on peut retenir là de ces trois communications, c'est l'importance de croiser une approche sociale, donc l'histoire sociale, qui sont-elles, quelle est leur famille, quelle est leur formation, leur projet, leurs moyens, donc toujours la question aussi des moyens économiques, sociaux et familiaux, et puis une histoire spatiale. Ce qui me frappe dans vos trois communications, c'est l'importance des circulations dans l'espace, alors un espace qui se dilate ou qui se resserre, évidemment, au gré de la grande histoire, ça vous l'avez très bien mis en perspective, et puis donc avec les échelles de cette histoire spatiale, c'est-à-dire une échelle finalement assez globale, d'une histoire connectée entre les métropoles, et là c'est Londres, Paris, Munich, mais aussi Cracovie, mais aussi Francfort qui est apparu et qui, ça me semble très important, et Rome bien sûr, donc il y a ici toute une histoire des échanges métropolitains et intermétropolitains qui est à faire, et puis donc le petit bout de la lorgnette, une histoire des quartiers, des rues,
On a vu apparaître depuis ce matin à plusieurs reprises la rue Vercingétorix. Il y aurait quelque chose, à mon avis, à faire à l'échelle de la rue, à l'échelle des immeubles, le boulevard du Montparnasse. Enfin, il y a quelque chose là qui aussi est tout à fait intéressant pour ce qui nous intéresse. Je ne vais pas monopoliser la parole, ce n'est pas du tout mon intention. Je crois qu'il y a eu énormément de choses dans ces 3 communications. Il y aura sans doute des remarques, des questions. Nous avons un bon quart d'heure pour échanger ensemble. Donc, s'il y a des personnes dans la salle qui souhaitent prendre la parole, n'hésitez surtout pas. Ça marche pas, on vous entend pas. De Paula Becker, est-ce que les artistes, surtout scandinaves ou même polonaises, ont rejoint des colonies comme il y avait beaucoup en Allemagne enfin dans les pays plutôt scandinaves? Linda Innes, oui. Pour les colonies suédoises, c'était surtout à Grèce-sur-Loing qu'elles étaient. Il y a eu juste les photos que j'ai montrées sur la sculpteuse Carolina Benedict-Spruce et William Blair Bruce. Elles se sont rencontrées à Grèce-sur-Loing. Il y a eu une exposition juste il y a quelques mois en Suède à propos de ça. Et c'était vraiment là une colonie scandinave, proprement dit, oui. Probablement pas assez. Pardon? C'est sûr, oui. Il y en a eu à Dachau notamment. Voilà, c'était et dans les environs, en fait, oui, c'était l'effet des colonies, mais c'était dans les environs de Munich. Et cet effet de regroupement pour les éventuelles étudiantes anglaises ou britanniques qui venaient à Paris, est-ce qu'elles logeaient au même endroit? Est-ce qu'elles avaient des tuyaux sur l'hébergement ou les ateliers? Pour le coup, c'est toujours Montparnasse. Ouais. C'est aussi les mêmes pensions. Quand on regarde un peu les correspondances, on voit qu'elles se refilent un peu les adresses. Ça, c'est assez intéressant justement pour les localiser dans le quartier, mais c'est toujours Montparnasse, quoi. C'est voilà, aux alentours des académies, quoi. Oui, et je peux rajouter qu'elles ne sont pas toutes été là, certaines, mais pas d'autres. Donc, mais on peut presque parler, ce n'est pas vraiment des colonies, mais par exemple, le quartier de Montparnasse, c'était, tous les Suédois ont habité là. Il y a quelqu'un qui... Merci, c'est complètement extraordinaire de voir tant d'œuvres peintes pour les trois propositions. J'ai une question pour Julie Verlaine à propos des peintres, les femmes peintres polonaises. Ah oui, donc c'est pour Eva Ah ben je me trompe, oui. Non, il n'y a aucun problème. Eva. Je suis totalement incompétente sur les peintres polonaises. J'ai remarqué que dans votre choix, dans les projections de peinture qui sont de très grande qualité, et surtout les photos sont extrêmement nettes, il y a un thème qui réapparaît, je crois, 4 fois ou 5 fois, c'est des autoportraits. Et je voudrais vous poser une question sur le contenu. Trouvez-vous qu'il y a un rapport, une relation entre l'émancipation des femmes d'une manière générale et en particulier cette période-là, sur un intérêt particulier de l'autoportrait, c'est-à-dire des femmes qui se peignent elles-mêmes alors qu'elles sont, d'une certaine manière, en lutte pour exister sur tous les plans, y compris leur personne physique, d'une certaine façon. Et alors la dernière que j'ai notée, évidemment, elle a même la palette, elle tient une palette qui prend énormément de place dans la peinture. On a l'impression que ces femmes se peignent elles-mêmes avec les instruments de leur... c'est pas un métier, c'est une mission, enfin, leur art, disons. Et il me semble que c'est extrêmement important dans leur démarche pour arriver au jour.
Tout à fait. D'ailleurs, mon choix, évidemment, c'était pour montrer les femmes artistes par elles-mêmes, parce que déjà, elles ne sont pas connues, donc au moins qu'on connaisse leur visage peint par elles-mêmes. Évidemment, c'est un grand sujet qui a été déjà étudié, en fait. Il y avait une exposition, je crois, en 1998 des Frances Barceló qui a fait une exposition sur les autoportraits des femmes. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui est récurrent en histoire de l'art des femmes, que effectivement l'autoportrait, c'est la confirmation de leur statut, c'est un moyen de lutte pour s'affirmer, c'est pour montrer qu'elles sont des femmes qui sont l'artiste comme les hommes. Donc effectivement, par exemple, ma peintre préférée dans le sens des recherches, Olga Buznayska, dans son œuvre, je crois qu'il y a une 40aine d'autoportraits. On dit que c'est quand même au moment où le modèle ne venait pas, elle était portraitiste, surtout portraitiste, elle n'avait pas d'autre choix que prendre un miroir et peindre elle-même, ce qui n'est évidemment pas vrai parce qu'elle aurait pu faire, et elle a fait, de nature morte, par exemple. Mais c'est vrai qu'elle scrute son visage à partir du premier autoportrait connu que je vous ai montré en 1886 jusqu'à presque sa mort, des portraits très saisissants des femmes vieillissantes ou vieilles, carrément vieilles, vers les années 1930. Hein. Alors, la deuxième question, à vous toujours. Il se trouve que ces dates-là, enfin, à peu près, si je ne me trompe pas, c'est à peu près la date de l'avènement de la photographie. Et il se trouve que mon arrière-grand-mère était peintre et que dans mon atelier, j'ai un autoportrait qui a le même type de sfumato que dans les peintures des peintres polonaises. C'est à peu près la même époque, hein, elle est née il y a 100 ans, quoi. Et aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas dans cette position de montrer les instruments de sa peinture avec, je trouve qu'avec une sorte d'assurance, de beauté aussi, je prends, peindre la beauté de femme, d'une auteure femme, c'est aussi un thème complètement nouveau. Et est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui voudrait dire à peu près on ne va pas lâcher la peinture, même si c'est la photo qui gagne, quoi, parce qu'à ce moment-là, on faisait des toutes petites photos. Hein, c'était le moment où se commercialisaient des petites choses comme ça. Et d'ailleurs, j'ai aussi des toutes petites peintures dans petit format. C'est-à-dire qu'il y a un moment, comme aujourd'hui, dans ma génération, on s'est coltiné le numérique. Est-ce qu'il n'y a pas là, au niveau de l'Europe, une grande révolution ? Et les femmes se seraient enfournées avec ce qu'elles ont, c'est-à-dire leur corps. Ouais, je crois que c'est une histoire plus complexe de cette relation entre la peinture de portrait et puis la photographie. C'est-à-dire, à l'époque, c'est pas tout à fait les mêmes statuts. Les portraits photographiques va se développer en tant que c'est-à-dire va acquérir une valeur artistique un tout petit peu plus tard. À cette époque, peut-être je me trompe complètement, mais à cette époque, la photographie est quand même plutôt, sauf non, c'est pas tout à fait vrai, mais en partie, la photographie, c'est une photographie documentaire et par exemple, certains portraitistes font des portraits d'après la photographie. C'est que les statuts de l'œuvre peinte et de l'œuvre photographique n'est pas le même. Donc, je dirais ça comme ça. Après, évidemment, voilà, ça va se développer autrement et les portraits photographiques vont gagner en valeur.
Je rebondis là-dessus pour souligner à quel point, dans toutes les interventions, on a de très belles photographies collectives, et notamment des photographies de femmes dans l'atelier. Bon, bien sûr, certaines sont connues, d'autres sont beaucoup moins connues, et il y aurait un jeu à faire, toutes les intervenantes, tous les intervenants, à se mettre ensemble, les Suédoises, les Polonaises, les Argentines, les Françaises, les Allemandes, et puis reconnaître, chacune identifie ces artistes dans un groupe chez Julien ou chez Colarossi, et ce serait vraiment intéressant. Mais bon, peut-être ce soir. Je propose un autre jeu, mais un peu plus sérieux. C'est-à-dire, moi, je propose de vraiment penser à une grande base de données avec toutes ces femmes et tous ces centres d'enseignement, toutes ces écoles, et puis voir ce que ça donne. Parce que je crois qu'on va découvrir des réseaux, des networks qui sont absolument fabuleux. Donc voilà, je crois qu'on on peut bien jouer pendant longtemps. Il y a 2 questions ici. Bon, merci encore pour vos communications. J'ai juste une question par rapport au Royal Academy de Londres. Peut-être que je me trompe, mais j'ai pensé que c'était une femme qui était l'une des cofondatrices de l'Académie, donc Angelica Kaufman, et il y avait peut-être d'autres femmes aussi. Pareil, à Paris, il y avait l'Académie, donc à la fin du 18e, il y avait quelques femmes membres de l'Académie et qui étaient très célèbres de leur vivante. Et je me suis souvent posé la question pourquoi, après, au tout début du 19e siècle, par exemple entre 1800 et 1850, c'est le vide. Enfin, c'est quelques femmes qui étaient célèbres au tournant du 1800, elles ont disparu, et il faut attendre les années 1860 pour que les femmes reviennent un petit peu en masse à la recherche d'une formation. Oui, tout à fait. Alors pour la Royal Academy, effectivement, vous avez 2 cofondatrices, c'est Angelica Kaufman et Mary Moser. En effet, elles sont là, mais même quand on voit les représentations d'assemblées de la Royal Academy, ou bien elles sont indirectement là, puisqu'elles sont représentées, mais au mur, on voit leurs portraits, mais elles ne sont pas là dans la salle, elles ne participent pas à cette espèce de... Oui, voilà. En fait, c'est plutôt un boys club, avec un ovni au milieu. Donc, effectivement, elles sont là sans être là. Et en ce qui concerne la France, c'est Séverine Sofiot qui a travaillé sur ce qu'elle a appelé la parenthèse enchantée, puisque effectivement l'ancien régime permettait à des femmes, alors pas n'importe quelle femme non plus, parce qu'elles venaient de familles d'artistes, elles avaient déjà une première formation au sein de la famille, et c'était des femmes plutôt bourgeoises, qui étaient intégrées dans les réseaux aussi de commandes royales. Mais effectivement, avec la Révolution, on revient en arrière plutôt, on interdit aux femmes d'entrer à l'école des Beaux-Arts à Paris. Et effectivement, moi, c'est quelque chose que j'essaye d'aborder dans ma thèse, c'est que dans la seconde moitié du 19e siècle, on a une sorte de désacralisation aussi de l'enseignement artistique, avec justement les académies privées qui apparaissent, où en gros on produit de l'artiste un peu comme ça en série, en quelque sorte, parce que vous payez et vous entrez, vous restez quelques mois, quelques semaines, parfois plusieurs années, mais il y a quelque chose un peu d'à la carte et qui fait justement une sorte de pendant au prestige de l'école des Beaux-Arts ou même de la Royal Academy. Et moi aussi, je me suis posé cette question, mais s'il y a 2 femmes dans la fondation de la Royal Academy, quid de la place de la femme, de ce que j'ai pu lire, déjà c'est une société d'artistes, ça émane pas spécialement du pouvoir politique directement, et c'est déjà en fait des liens qui sont créés au sein de ce club d'artistes, et les femmes sont toujours un peu en marge aussi, puisque comme on l'a dit, cette représentation autour du nu masculin et elle un peu plus en retrait. Donc voilà, c'est pas parce qu'en fait il y a des femmes au début qu'il y a des femmes après. Et encore une fois, ça a croisé avec le contexte aussi social du moment, quoi. Je ne sais pas si ça répond à...
On va peut-être prendre une dernière question. Oui. Bonjour, merci à toutes les trois pour vos communications qui étaient très intéressantes. Alors, ma question s'adresse, je pense, à toutes les trois. Je voudrais savoir si vous avez des exemples, des trajectoires de femmes qui, durant leur formation à Paris, apparaissaient également sur la scène artistique. Donc, comment elles exposent au salon? Est-ce qu'elles exposent dans leur par le biais de leur atelier, comme on parlait de Lot ce matin? Voilà, si vous avez des exemples comme ça, puisque exposer à Paris, je vois ça dans mon travail, c'est assez important pour les femmes artistes que j'étudie. Voilà, merci. Alors, moi, juste très vite pour l'Angleterre, Londres, elles peuvent exposer à l'exposition de la Royal Academy. Il y a aussi des clubs qui se forment, je pense notamment au Lyceum Club, qui est très proche des réseaux féministes et qui organise aussi des expositions, et ça a un caractère un peu, ça se voit un peu européen, international. Il y a quelques Françaises aussi qui y participent. Et il y a aussi The Women International Club, dont les archives sont à Goldsmiths, qui au départ avait pour but de rassembler justement des Britanniques qui avaient fait le voyage à Paris et qui étaient revenus à Londres, et à partir de là former une petite société de ces femmes qui avaient eu l'expérience du voyage. Après, ça s'est élargi un peu plus de femmes, mais c'était aussi exclusivement féminin, et c'est à partir des années 1899. Je crois que c'est la première exposition, et au départ, ça s'appelait The Paris Club, donc vraiment avec cette forte connotation parisienne. Voilà, quelques-unes. Oui, et comme j'ai essayé de dire un peu dans mon intervention, c'était très important pour les femmes. C'était la raison même, je dirais, la formation et la possibilité d'exposer au salon. Et c'était tous les salons, en fait, le salon des artistes français, le salon des national des beaux-arts, et surtout aussi l'Union des femmes peintres et sculpteurs, où plusieurs ont été très engagées, et même des sociétaires. Et aussi dans les galeries. Donc le marché de l'art qui n'existe pas du tout en Suède. Moi, je peux que confirmer ça. C'est-à-dire, moi, je ne pouvais pas parler de tout, donc j'ignorais complètement cette question que, d'ailleurs, j'ai déjà étudiée pour Paris et pour les Polonaises. Oui, elles exposent là où elles peuvent, partout, dans les salons, mais aussi avec des associations des femmes qui sont surtout fondées et puis dirigées par des Américaines. Elles sont très, très actives, mais aussi, à Paris, il existe aussi des associations polonaises, des artistes mixtes. Cette fois-ci, donc elles exposent aussi avec les hommes. Évidemment, les côtés de montrer leurs œuvres et entrer sur les marchés, aussi dans des galeries, est très important, et elles en profitent à fond. Ouais. Voilà, on va s'interrompre donc un petit temps pour une pause avec cette fois-ci quelque chose à boire et à manger à l'extérieur. Le goûter vous attend dehors. Nous reprenons, attention, à 16h15 bien précise pour une nouvelle session de ce colloque sur les sororités, la question de l'émancipation des femmes artistes. Merci, c'était super, vraiment. Ouais.